commencez un petit peu à me saouler avec vos redcons. Donc, l'histoire de cet épisode se centre autour de Rumpelstiltskin. Donc, ça fait pas très longtemps, hein, ça aime bien passer d'un épisode sur Rumpelstiltskin à un épisode sur Rumpelstiltskin très peu de temps après. Ça se passe peu de temps après qu'il a été transformé en ténébreux. Alors, dans une intro qui est très bonne, j'ai trouvé. Voilà, donc c'est la guerre contre les ogres, et les hommes savent pas que Rumpelstiltskin va apparaître pour les aider, et donc il y a Beowulf qui joue l'homme d'armée, le meneur, qui dit oui, nous allons les conduire à la victoire. J'ai une épée enchantée par magie blanche. On découvrira que c'est la fameuse épée en question qu'on a vue depuis un certain temps dans cette saison 6. J'y reviendrai d'ailleurs là-dessus. Et donc il dit cette épée est vouée à nous mener à la victoire, à faire de moi un héros, tout ça. Et donc ça ravive un petit peu le groupe. Ils se battent et tout et tout. Il y a un bon moment d'action qui, dans l'absolu, n'est pas forcément, comment dire, indispensable à l'histoire, mais qui appuie bien un petit peu le personnage de Beowulf. Hein, voilà, le meneur d'armée Beowulf. Voilà, il s'appelle Beowulf parce qu'il fallait, il fallait un nom connu. Ça n'a aucune incidence. Hein. Je ne connais pas trop l'histoire de Beowulf, mais c'est pas trop ça, du peu que j'en sais. Et donc, voilà, il se bat vaillamment, mais il y a énormément de morts, et c'est là que Rumpelstiltskin arrive et sauve la situation en 2 temps 3 mouvements. Donc ouais, il a pas très bien le Beowulf, et alors qu'il est un petit peu célébré, Rumpelstiltskin à ce moment-là, ça n'empêche pas Beowulf de se pointer et de dire ok, pourquoi vous l'acclamez, il est devenu le ténébreux, il manipule la magie maléfique, il ne sera pas bien vu, tout ça, ça va pas le faire. Et ça commence à se faire ressentir un petit peu avec Balefire qui se fait un peu brimer parce qu'il est le fils du ténébreux. Alors le but, je pense que c'est de dépeindre que les gens, même quand Rumpelstiltskin voulait leur bien, ne cherchait pas à être menaçant ou quoi que ce soit, même à ce moment-là, ils avaient déjà peur de lui. Ça montre un peu la nature humaine fragile et tout, et méfiante. C'est intéressant sur le principe, et c'est à ce moment-là qu'il y a des villageois qui viennent le voir. Parce qu'il y a Grendel, un autre ogre qui sévit et qui aurait tué des gens. Donc il s'y rend avec Balefire qui lui dit « Ah, tu peux peut-être y arriver sans utiliser tes pouvoirs magiques ». Et Rumple lui dit « Ouais, c'est quand même très difficile pour moi, c'est comme une béquille, je sens que j'ai besoin, mais… » Il arrive à être un peu convaincu par son fils d'essayer d'y aller sans utiliser sa magie. Donc il va se battre à coups de poing. Un petit peu con quand même, je dis ça comme ça. Si t'as pas ta magie, Rumpelstiltskin, tu vaux pas grand chose sur le principe. T'as pas une force surhumaine ou quoi que ce soit. Alors que, ou bien oui, mais à ce moment-là c'est même ta magie, donc techniquement tu utilises ta magie. Mais c'est pas, la logique de Balefire est un petit peu bizarroïde, hein. On voit que c'est un gamin qui sait pas très bien comment ça peut marcher ce truc-là. Hein. Mais si le truc c'est dit, ah, vas-y, montre-leur que tu peux les aider sans utiliser ta magie noire, ben c'est foutu quoi. C'est un mec normal, qu'est-ce qu'il peut faire contre un ogre, merde. Et donc ouais, malgré tout, Rumple se fait un peu convaincre par son fils et se dit, ok, j'essaierai de ne pas utiliser ma magie. Tiens, d'ailleurs pour te convaincre, je te donne ma dague. Comme ça tu pourras m'empêcher de mal faire si j'en viens là. Seulement voilà, et ce n'est pas du tout un ogre qui est responsable de ces morts et tout, c'est Beowulf. Donc voilà, le méchant Beowulf qui est jaloux et qui veut son heure de gloire, et qui l'a attiré dans ce guet-apens pour le tuer et passer pour un héros à son tour. Parce qu'il voulait être un héros, tout ça. Voilà, donc il s'empare de la dague de Rumpelstiltskin de façon un petit peu forcée, et suite à certaines circonstances, il y a Balefire qui reprend la dague et qui comprend que même si ils disent la vérité, on ne les croira pas, et que la meilleure façon à faire, c'est d'utiliser cette magie pour se protéger. Voilà, alors… pas du tout raccord avec le personnage, hein, mais voilà, il a cédé à ses faiblesses et au côté obscur et dit « Ok, papa, tue-le ». Alors sur le coup ça m'a énervé, et je vous cache pas que ça me reste un petit peu ça me reste légèrement à travers la gorge, pas autant que le retcon de l'épisode précédent, parce que là c'est un autre niveau, hein, mais voilà, un tout petit peu, j'y viendrai dans 30 secondes, ça aussi. Voilà, donc Rumple le tue et se dit ah non, j'aime pas voir mon fils être devenu comme ça, dire oui, méfions-nous de tout le monde, utilisons cette dague
pour leur montrer, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et Rumpel se dit non, je veux pas qu'il tombe dans cette voie maléfique. Et c'est pour ça qu'il lui fait boire une potion d'oubli, qui fait qu'il a complètement oublié ce qui s'est passé, hein, que c'est lui qui a ordonné de tuer ce mec. Mais par contre, il se souvient quand même que Beowulf était là, et il se dit, ben tiens, comme son épée appartient à mon père, maintenant ça veut dire qu'il l'a tué. Ah mon dieu, mais il est devenu un monstre, c'est vrai, et tout et tout. Alors... Tragique pour le personnage de Rumpelstiltskin. Le problème que j'ai avec ça, à certains points, c'est d'une part, je sais qu'il a cédé à un moment de faiblesse, Belfire, mais là qui vire complètement maléfique, tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était un peu facile, un peu rapide. Et c'est le genre de choses très intéressantes qu'aurait mérité d'être développées, et genre quand Belfire était en vie, ça. Je veux dire, il lui en a voulu toute sa vie et tout, et ils se sont enfin réconciliés à bout d'un moment, mais oui, mais non, et puis ça va pas c'est pas aller plus loin, puisqu'il n'a pas respecté sa promesse envers Belfire, Rumpelstiltskin. Ça aurait été très intéressant de rebondir là-dessus, quand Belfire était en vie, en lui faisant se souvenir, à un moment donné, qu'il a été comme ça, qu'il a failli céder aux ténèbres lui aussi, et que techniquement c'est un peu lui qui aura permis que Rumpelstiltskin sombre dans les ténèbres et qu'il soit super mal vu à ce moment-là, et ça aurait pu créer un moment très fort entre eux. Ça essaye juste de créer un parallèle entre Belfire et Gideon qui ira pas plus loin. Et c'est le genre de choses, ce qui est pas mauvais sur le principe, c'est pas mauvais comme retcon, mais le fait que vous utilisez ça seulement comme excuse cheap pour faire un parallèle et que ça sera pas davantage étoffé par la suite, en tout cas j'ai pas l'impression que ce sera le cas, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire quelque chose. Et dans un autre ordre d'idée, j'ai l'impression depuis 2-3 épisodes qu'on essaye de surcompenser légèrement le côté, on a montré que Rumpelstiltskin était un sale con qui pensait qu'à lui-même, il pense qu'aux ténèbres, il pense pas aux autres, etc. Pendant 2 saisons et demie, et c'était chiant, je vous le cache pas, ça m'avait gavé. Et vous essayez de compenser ça en faisant des caisses dans l'autre sens. Parce que là, ça rend l'histoire vachement tragique pour Rumpelstiltskin, et quand je dis vachement tragique, en jetant la faute sur Belfire complètement là. Complètement. C'est-à-dire que Rumpelstiltskin était prêt à ne pas céder à ses pulsions et à ne pas le tuer, le gars. Mais c'est Belfire qui l'a fait descendre dans cette voie, quoi. C'est Waouh, tout d'un coup, quoi, je trouve que c'est un peu, un petit peu trop fort, là. Ça va un petit peu trop fort. Et je préfère techniquement que vous fassiez ça plutôt que vous continuiez sur le chemin. Il a toujours pensé à sa pomme et tout. C'était un sale con qui pensait rien qu'à lui, et que maintenant vous reconnaissiez enfin que c'est un personnage tragique et qui a pas tout le temps pensé à sa pomme, qui a un côté gentil, quand même qui est pas négligeable. Donc je suis content de voir ça, mais vous y allez un petit peu fort là sur le truc, parce que ça crée un contraste avec Belfire un petit peu. Voilà, je sais pas, pour moi ça me gêne pas horriblement, mais je pense que s'il y a des personnes qui sont fans de Belfire, ça devrait vous gonfler légèrement, hein. Si vous êtes vraiment fan de Belfire, ça devrait vous gonfler légèrement de voir ce personnage être légèrement rabaissé assez facilement à ça. Surtout quand c'est pour que ça ne débouche sur rien de particulier. Ça rend pas ce flashback mauvais. Non, hein, j'ai bien aimé sur certains points. Dans notre présent, bon, rapidement, je vais parler de Killian, hein, parce qu'on suit Killian juste après la grande révélation, comme quoi c'est lui qui avait tué le père de David. Sachant que ça n'a aucune signification pour moi, ce rebondissement, étant donné que s'il n'avait pas été là, le père de David serait mort quand même. Voilà, c'est ça le truc. Si vous vouliez que ça ait une signification réelle, vous auriez pu changer la mise en scène de façon à ce que les 2 soldats du roi George s'étaient ravisés pour ne pas le tuer, et se dire ah non, on éprouve un peu de pitié pour lui, on va faire en sorte de l'oublier et le laisser se barrer. Et c'est après que Killian Jones viendrait le tuerait d'une certaine façon. Là, ça montre que si Killian Jones n'avait pas été là, il n'aurait pas été mort. Mais
Là, que Kylian Jones passe ou pas, ça revenait au même. Ça revenait au même pour le père de David. C'est pour ça que non seulement c'est un rebondissement un peu merdique qui veut créer un lien avec tout et créer du drame facile, mais en plus, ça n'a aucune signification puisque c'est forcé là sans que ça n'ait d'impact réel sur ce que ça veut dire. Ça va juste créer du drame autour de Kylian facile qui servira juste à remplir votre dose de drame dans cette série. Et c'est dommage, c'est très dommage. Après, je vais dire un truc. Donc, Kylian se sent super mal en apprenant ça. Et l'acteur le joue super bien. Voilà, l'acteur essaye au mieux de faire passer ça. Le fait que ça le mine de savoir qu'il est responsable de la mort du père de David et que ouais, ça va pas trop aider sa relation avec les autres et il se sent super coupable, il n'ose pas le dire à Emma, mais il sent il se sent obligé de le faire. Il a une petite conversation avec le docteur Hopper à ce sujet. À nouveau, c'est cool de voir le docteur Hopper faire des réapparitions, c'est bien. Et à la fin, lorsqu'il essaye de lui avouer tout ça, il y a Emma qui lui dit Ok, j'ai vu ta bague, je sais que tu veux me demander un mariage. Et elle pense que c'est ça le secret qu'il lui cache. Il peut pas se résoudre à lui dire la vérité et juste se contenter de lui dire qu'il veut l'épouser. Et c'est plutôt fort dans le jeu d'acteur. L'acteur qui joue Kylian le fait très bien. Je trouve que c'est superflu, drame superflu, c'est vraiment dommage. Mais ouais, je ne vais pas dire que j'ai détesté puisque les acteurs font passer ça correctement. C'est juste que ça n'avait pas à être là. C'est ça le problème. Tant qu'on en est dans les intrigues secondaires, on poursuit l'histoire de Robin des Bois, le nouveau Robin des Bois qui a piqué un coffret de magie à Regina. Et ben en fait, il veut s'en servir pour se barrer du coin parce que je sais pas, il est depuis quoi, 2 3 jours, c'est pas super clair. Il se dit ah ouais j'en ai marre quoi, on me tire en laisse, on a des attentes pour moi, je vais pas rester là. Il vient s'adresser à Zelena parce que j'en sais rien, il s'est renseigné auprès des autres sur qui était Zelena, ce qu'elle peut faire, pourquoi elle voudrait pas rester là. C'est genre de truc tout con quoi qui me vient en tête. Je veux dire, il est pas censé trop connaître Zelena, il doit juste savoir que c'est la mère de l'enfant de son doppelganger, mais c'est tout quoi. Donc comment tu pourrais savoir où il est ou quoi que ce soit? Comment tu te renseignes vieux? Je sais pas, vous me dites pas qu'il a fait des recherches sur internet ou quoi que ce soit, c'est pas son domaine quoi. Mais bon quoi, il vient s'adresser à elle en lui disant ok, j'ai le sentiment que toi aussi t'as pas trop envie de rester là, donc j'ai piqué des potions à ta sœur. Comme par hasard, et je dis bien comme par hasard, ces potions-là, ça va servir à faire un sort qui nous permettra de quitter Storybrooke parce que je veux me barrer de Storybrooke et m'en prendre aux autres villes, être un voleur sans foi ni loi, tout ça, hein, contrairement à mon homologue. Et ouais, donc il peut pas sortir parce qu'il y a le sort que la méchante reine a lancé qui empêche de quitter le dôme de Storybrooke. Et donc, ouais, il se dit que ouais, Zelena pourra faire un sort pour ça. Elle est d'accord pour se barrer avec lui parce qu'elle veut pas rester là, sachant que si elle quitte Storybrooke, elle devrait ne plus avoir de magie, donc ça la dérange pas, ça. D'ailleurs, elle veut amener la méchante reine avec elle, malgré le fait qu'elles n'ont plus aucun lien ou quoi que ce soit. C'est clairement forcé pour les besoins du scénario. Et ce qui va se passer à la fin, c'est et donc, ouais, ils essayent de balancer leur sort, leur contre-sort pour défaire cette barrière-là, mais cette barrière n'est pas défaite. Et c'est là que Regina apparaît pour leur dire si vous pensiez qu'on pouvait juste défaire ça avec un contre-sort, vous pensez pas que je l'aurais fait moi-même? C'est. Ouais, c'est pas con de le dire ça quand même. Et donc, elle promet à Robin, parce qu'elle se rend compte que c'est pas son Robin et tout, qu'elle promet. Qu'elle fera tout pour faire en sorte qu'il puisse quitter la ville et vivre sa vie hors d'ici. Voilà, elle a compris que c'était une erreur. D'ailleurs, il y a un moment plutôt touchant entre elle et Zelena. Allez, je reconnais, je vais dire du bien d'un moment autour de Zelena, où elle lui dit, où Zelena essaie de s'excuser pour avoir essayé de lui faire quelque chose dans son dos, et où Regina dit non, non, c'est ma faute. J'ai été pris par la tentation
de garder ce Robin, c'était le mauvais choix et c'est moi qui en paye les pots cassés. C'est un moment relativement touchant entre elles deux, début de réconciliation peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, le plus gros problème avec ça, c'est que le serpent, là, le cobra qui est devenu la méchante reine, n'est plus dans sa cage. Alors, il n'explique pas du tout comment il est sorti, je vous le dis tout de suite. Et j'ai le sentiment que non, ils ne le diront pas. Elle est sortie de sa cage parce qu'elle pouvait sortir de sa cage à tout moment. Je veux dire, elle a été transformée en cobra par Gideon et mise dans une cage. À ce moment-là, elle avait tout à loisir de sortir de cette cage si elle pouvait le faire. Mais non, elle a été prise par les autres, gardée en cage pendant un petit moment et sans jamais bouger ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, elle est sortie de sa cage. Parce que besoin du scénario. À nouveau, hein, vous la forcez à être là et à faire les trucs qu'elle sait qu'elle ne devrait pas pouvoir faire pour les besoins du scénario là. Ouais, non, non, ouais, pas génial. Et donc ouais, la méchante reine Cobra a suivi Robin des Bois parce que en versant de la potion d'anti-magie, il en a eu un peu sur lui et donc en le mordant, ça l'a fait redevenir la méchante reine et on a à nouveau la méchante reine comme ennemie. Pas, pas fan par rapport à ça. Et puis apparemment elle va faire un duo avec le méchant Robin. C'est ce que c'est ce que vous voulez qu'on voit, la version Robin des Bois à Regina Maléfique. Ok. Quand il est revenu à Storybrooke, j'étais un peu. J'étais à moitié emballé, mais j'étais quand même suffisamment emballé pour me dire que ça pouvait être intéressant. Mais là, c'est. Cette version de lui-même, c'est un petit peu. Ça vole pas haut. Puis, je leur dis, ça. Ce genre de conneries, maintenant qu'on dit que c'est juste une espèce de test à la con ou un truc comme ça veut dire que s'il était jeune et qu'il pouvait passer par ce portail d'une fausse réalité à la nôtre, c'est parce que ta gueule c'est magique, quoi. Ta gueule c'est magique, il y a besoin de ça pour les besoins du scénario. J'espérais tellement qu'il gère ça mieux. Eh ben non. Du tout. Et c'est ça qui est intéressant, je veux dire, au tout début, quand j'ai vu Robin avoir du mal à se faire à cette vie, je me suis dit peut-être que c'est un truc qui mettra du temps à se mettre en place, peut-être que c'est quelqu'un qui doit trouver sa propre voie en essayant d'avoir comme modèle son lui d'avant, mais en essayant quand même d'être lui à part. Vous voyez, cette espèce de problème d'identité où il essaye de suivre un exemple en étant quand même un peu lui-même. Ça ne veut pas faire ça veut juste dire ah oui, j'aime pas être ici, j'aime pas qu'on me compare à lui, merde, je veux me barrer et piller les gens. D'ailleurs, au passage, si vous vouliez vous barrer, toi et Zelena, pourquoi vous essayez pas de reprendre la baguette magique de Rumpelstiltskin ou un truc comme ça pour vous barrer dans un autre endroit? Vous savez que vous n'êtes pas obligé de rester à Storybrooke, hein. Étant donné que Zelena peut créer un portail où elle veut avec la baguette magique, je veux dire. Enfin bon, c'est un détail ça. Ouais, c'est pas super emballé par ce nouveau duo de méchants, hein. Quoi qu'il en soit, on va s'attaquer à l'intrigue principale autour de Gideon et Rumpelstiltskin. Bon, alors Gideon, ça s'est confirmé, l'épée qui a été brisée, c'est bien la fameuse épée magique qu'Emma avait et qu'on a vue dans le flashback. Alors, on apprend plus tard que c'est une épée magique créée par la Fée Bleue, c'est cool. Ça n'explique pas du tout en quoi ça lui donne le pouvoir de tuer un doppelganger sans tuer l'original. C'est juste un coup de chat, j'imagine. Hein, ça doit être ça. Et donc, ouais, lui, il se dit que c'est qu'avec cette épée que je pourrais tuer Emma et prendre ses pouvoirs parce que j'en sais rien, magie, c'est une épée magique fourre-tout, c'est-à-dire ça peut tuer les doubles maléfiques sans tuer l'original, et ça peut, quand on tue quelqu'un, prendre ses pouvoirs, ça fait le café, ça fait tout cette épée, c'est dingue quand même, ce truc.
Et donc il se dit, ouais, il faut que je la fasse réparer, tout ça, et c'est pour ça qu'il se rend auprès de son père pour voir s'il peut l'aider et tout. Mais son père se dit, non, je vais pas, on va pas faire ça. Et il arrive tout d'abord à l'assommer pour essayer de parler avec lui sans qu'il se débatte trop. Ce qui amène un moment intéressant où il raconte que la Fée Noire l'a un peu torturé en lui faisant miroiter son espèce de statut de héros qu'il recherchait, mais en jouant avec lui, notamment en torturant quelqu'un, en le laissant impuissant, ce genre de choses. C'est très intéressant et Rumpelstiltskin qui a l'air de connaître la Fée Noire parce qu'il a eu l'occasion de la voir davantage après sa première rencontre dans son flashback, je sais pas trop, c'est le genre de la Fée Noire ou alors elle est bien connue, même si on entend à peine parler d'elle depuis tout le temps que la série est là, mais ouais quoi, ils disent que c'est bien son genre de torturer les autres pour leur donner de faux espoirs et tout, et c'est là qu'il se dit ouais il faut impérativement que je devienne un héros pour la battre à son terrain et tout, parce que ouais il y a deux choses qui me gênent là-dedans, d'une part on dit qu'elle est coincée, qu'elle peut pas en partir. Oui, on dit qu'elle est coincée, qu'elle peut pas en partir, c'est pour ça qu'elle peut pas se rendre comme ça à Storybrooke, seulement voilà, si elle peut pas se rendre comme ça à Storybrooke, comment elle a pu combattre la Fée Bleue pour lui prendre Gideon? Non, quoi, elle doit avoir un moyen de se rendre à Storybrooke, un sort magique pour ça. Donc c'est de la connerie, je sais, je sais ce qui était dit. Hein. Il y a un moment donné, ils disent elle est coincée là où elle est, la Fée Noire. C'est complètement con, quoi. Elle peut pas être coincée là où elle est si elle a réussi à combattre la Fée Bleue à Storybrooke pour lui prendre Gideon. C'est illogique de base, là, hein, s'il vous plaît. Donc, donc je sais pas ce que vous racontez comme connerie, mais c'est déjà pas mal ça. Hein. Et surtout, ouais, le problème que j'ai avec ça, c'est que il pourrait demander de l'aide. Il pourrait demander à son père et à Emma, tout simplement, qui est une sauveuse, de lui venir en aide. Pas juste, ah tiens, je vais te tuer pour prendre tes pouvoirs, mais juste, viens-moi en aide, s'il te plaît. On a vraiment besoin de tes pouvoirs pour empêcher la Fée Noire de nuire et tout et tout. Et elle pourrait le faire. Ce qui, je peux le comprendre, n'est pas la première chose à laquelle Gideon pense parce que il a été élevé dans une atmosphère très sombre, très maléfique, et même si en lui il essaie de garder cette impression de héros qu'il doit être, il a quand même cette influence maléfique qui lui fait dire que de ne pas passer par la case pacifique et tout, et d'aller directement dans l'agressif. C'est tout à fait logique. Mais ce que je trouve pas très logique là, c'est le fait que personne à part lui ne songe à cette possibilité. Personne à part lui n'essaye de se dire ok, et si on lui proposait notre aide? Si on lui disait ok, tu veux le pouvoir d'Emma pour combattre la Fée Noire, plutôt que de venir nous combattre, si on te proposait de nous joindre à toi pour t'aider à la battre, comme ça t'as pas à me piquer mes pouvoirs sont à toi, je te les prête pour la battre. C'est ce genre de truc. Ben, j'espère que ça viendra en tête des personnes, des personnages, parce que c'est genre la première chose à laquelle je penserais dans cette situation-là, avec Gideon qui est sur le qui-vive, qui peut attaquer à tout moment. C'est la première chose à laquelle je penserais. Essayer de le calmer en lui proposant ça. D'autant plus que Blanche-Neige et David, entre autres, sont le genre de personnes qui seraient prêts qui seraient prêts à aider les gens dans le besoin, que c'est un peu leur truc. Emma aussi. Pourquoi vous n'avez pas lui proposé ça alors? C'est... c'est- Voilà, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. C'est pas un méchant méchant là. C'est quelqu'un qui... C'est un héros mal avisé qui a été mal influencé et qui essaye de faire ce qui est juste, mais pas de la bonne façon. Il y a moyen de le faire revenir sur le droit chemin en essayant de lui proposer des choses. C'est un peu dommage qu'il n'y ait même pas eu, ne serait-ce que ça d'essayer. Parce que voilà, Gideon donc lui raconte tout son problème avec ses souvenirs affreux quand il a vécu auprès de la Fée Noire. Et c'est là que Rumpelstiltskin essaye de lui faire boire une potion enfin un thé. Voilà, il y a un thé magique qui permet de faire oublier les souvenirs. Et il pense que normalement il a prévu un thé pour lui faire oublier genre tous les souvenirs qu'il a eu, c'est 28 ans. Hein, c'est bien compris, c'est 28 ans. Hein, il a dit, bah, c'est comme Emma, tiens. C'est 28 ans, c'est dingue. Et comme, j'imagine que c'est pour ça qu'il veut se prendre pour un sauveur, tout ça. C'est 28 ans pour tout d'un coup, quoi. Et donc, juste se souvenir qu'il est arrivé ici, il sait pas ce qui s'est passé avant. Ce qui est.
un peu bizarre, d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au flashback, c'est que si le thé peut faire oublier des souvenirs jusqu'à aussi loin, pourquoi Rumpelstiltskin n'a pas simplement fait oublier des souvenirs plus loin que le moment où Beowulf les a menacés, où il y avait clairement une confrontation entre lui et Rumpelstiltskin? Il aurait juste pu lui faire croire qu'il a tué l'ogre en question, quoi. Qu'ils ont rencontré l'ogre, qu'il l'a tué avec Beowulf ou un truc comme ça, quoi. Il n'avait pas à se dire, ah, c'est bon, il a lui faire croire qu'il a tué Beowulf, alors qu'il aurait juste pu lui faire croire que, quoi, il s'est cogné la tête un peu avant ça et que après coup, il a réussi à le battre. Il aurait même pu dire, ouais, on a été le combattre ensemble, moi et Beowulf. Il n'a pas cherché la rançon de la gloire, il est parti dans son coin et puis voilà, quoi. Et il aurait pu continuer ce mensonge-là. C'est bizarre qu'il n'ait pas pensé à ça, Rumpelstiltskin. C'est... Bon, j'imagine qu'il était pris de court et tout, mais donc le problème c'est qu'avec Gideon ça marche pas. Ah, étant donné qu'il a été élevé avec la fée noire, il a du sang de super méga ténébreux dans les veines, eh ben ça marche pas cette potion-là. Et donc il se fait avoir bêtement Rumpelstiltskin à nouveau. Faut vraiment que tu surveilles mieux ta putain de dague, quoi. Ça devient une blague, quoi. Même moi, je pourrais te la piquer, ta dague. Bonjour, Rumpelstiltskin. Hey, t'as vu ce qu'il y a là? Oh, oui, quoi? Je te commande maintenant. Fais tout ce que je dis. Ouais, voilà, quoi. Il fait croire qu'il se fait avoir, et grâce à ça, il lui pique la dague. Grâce à ça, il arrive à lui faire dire comment on peut restaurer l'épée en question. Et la façon de restaurer l'épée en question, c'est d'utiliser du sang, et le sang et la magie de la personne qui l'a créé, donc la fée bleue. Et Gideon ne doute pas beaucoup et se dit ok, je vais le faire. Et il ordonne à Rumpelstiltskin de ne pas l'en empêcher. Et alors qu'il s'apprête à s'attaquer à la fée bleue pour la tuer direct, c'est-à-dire qu'il a besoin de son sang et pas besoin de la tuer tout court, mais il est prêt à la tuer. À nouveau, hein, très comme ça. C'est là que Rumpelstiltskin arrive et en essayant de se complaire au vœu de son fils, et il décide de faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire ne pas le faire s'en prendre à la fée bleue et le faire lui-même. Sachant que lui, il est pas con, il se dit, ouais, il faut juste une partie de son sang, faut pas la tuer entièrement, quoi. Donc il lui entaille la main, et en lui faisant couler le sang et en piquant sa magie, oui, parce que maintenant elle tombe dans les pommes, dans un coma, j'en sais rien, c'est pas clair. Le glaive magique se forme à nouveau et donc il est à nouveau parti pour essayer d'être un héros en tuant Emma. Et c'est là que Rumpelstiltskin vient faire part de l'avancée de la situation avec Belle en lui disant oui, j'ai fait ça parce que par obligation je voulais pas qu'il sombre dans la voie du mal comme a failli le faire mon fils Belfire avant. Et c'est là que Belle dit pour une fois, tu as d'abord pensé à ton fils, et si tu es capable de faire ce genre de geste après tout le mal que tu as fait, il y a encore de l'espoir pour lui. Alors, tu commences déjà à me gaver légèrement avec tes pour une fois, Belle. Ça fait genre 3-4 fois que tu dis ah, pour une fois t'as fait quelque chose de désintéressé, pour une fois t'as pensé à quelqu'un d'autre avant toi, pour une fois va te faire foutre, Belle. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Est-ce qu'il t'intéresse un petit peu à son passé, à son histoire? C'est pas la première fois qu'il a pensé à son fils avant lui, merde. Sérieusement. Alors oui, alors son fils Gideon, ouais, c'est la première fois, mais il faut dire qu'il existe depuis seulement quelques jours, hein. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup nouer de liens avec lui, d'avoir beaucoup de développement avec son fils Gideon, hein, donc ouais. Mais avec Belfire, il a clairement pensé à lui avant lui-même, à plusieurs reprises. Arrête de dire des conneries, Belle. Je suis complètement d'accord pour dire que Rumpelstiltskin est le principal responsable des problèmes de leur couple, mais Belle, arrête avec tes pour une fois. Il a fait des efforts avant. À plusieurs moments, il s'est montré désintéressé et sympathique. C'est pas parce que les saisons 4 et 5 étaient à chier et ont voulu à fond appuyer le fait que c'était un connard irrécupérable qu'avant il y avait rien. Sérieusement. Putain de merde. Ça a l'air d'être rien quoi, mais cette réplique me cave. Surtout quand on répète la même chose plusieurs fois d'affilée quoi. Comme si c'est la troisième ou quatrième fois qu'elle dit ça. Hein, pour une fois tu fais un truc bien quoi. Non. Donc ouais, c'est le début de la réconciliation et tout et j'en sais rien quoi, ça part sur une voie où ils vont essayer de faire de leur mieux pour essayer de le ramener vers la bonne voie et tout et tout. Et qui sait, peut-être que ça partira vers ce que j'espère, c'est-à-dire le fait qu'il lui propose une alliance.
voyez, lui propose de l'aider à vaincre la fée noire et pas de dire viens, vas-y tout seul et la seule façon de faire c'est en me butant moi, Emma, et en ayant des pouvoirs magiques, quoi. Je sais que ça me démarre du mauvais pied, mais vous pouvez peut-être arriver à rattraper ça. Surtout que vous avez réussi à pardonner à des gens bien pires que Gideon en termes d'actes pour l'instant. Donc, ouais, d'autant plus qu'il vous a plutôt aidé, puisque c'est lui qui est responsable d'avoir mis Regina HS. Donc c'est déjà un bon point, même si ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, tout ce que j'espère, c'est qu'il va vite la tuer avec son épée magique et qu'il peut la tuer sans tuer Regina. Sérieusement. Parce que la méchante reine, je trouve que c'est bon, on a fait le tour, ça suffit. Hein. Je trouve que ça va. Hein. C'est bon, hein, on l'a assez vu. Si c'était pour faire ça, c'était pas sensationnel, ça ira. Quoi. Enfin bref, enfin ça on verra. Mais bon, c'était pas un épisode mauvais, hein, ou quoi que ce soit. Le développement autour de Rumpelstiltskin était sympathique. Il recommence à devenir intéressant et prenant. Hein. Il suffit que vous considérez ce personnage comme pas juste un sale con qui pense au pouvoir d'abord. Et bizarrement, il arrive à être sympathique. C'est dingue, non? Et donc, le fait qu'il pense à son fils, qu'il essaye de faire de son mieux en essayant de gérer ses problèmes, son côté maléfique et tout par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était plutôt prenant et assez touchant de sa part. Le parallèle avec Bellfire était un peu forcé, était pas forcément nécessaire pour ça, mais ça allait quoi, c'était plutôt bien fait à ce niveau-là. Ce qui était secondaire à côté de ça, c'était un peu, comme je vous dis, l'histoire avec Robin et la méchante reine. Mais ouais, toute l'intrigue principale arrive à compenser ça assez, et ça en fait un épisode correct, que j'ai bien apprécié. À bientôt pour l'épisode 14, ciao!